Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le procès en appel sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya se poursuit. L'heure est à la confrontation des témoins à la barre. Des émissaires du gouvernement guinéen ont rencontré ce vendredi des représentants de l'opposition, l'objectif étant de définir le cadre d'un dialogue sur le calendrier électoral. Et le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est achevé. L'événement a permis de présenter les principales opportunités sur le continent. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Joseph Kabila, doit rencontrer ce samedi le président de la commission électorale, l'abbé Malou Malou. Un entretien qui entre dans le cadre des consultations lancées il y a maintenant 5 jours pour résoudre les problèmes liés au calendrier électoral. Pour l'instant, les principaux partis de l'opposition refusent toujours ce dialogue. Et toujours en République démocratique du Congo, le procès en appel sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya se poursuit. Depuis jeudi, ce sont les témoins qui sont entendus. Des auditions qui n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 5 officiers de la police nationale congolaise ont comparu ce jeudi 4 juin dans le procès Floribert Chebeya, président de la Voix des Sans-Voix, dont le corps a été retrouvé le 2 juin 2010 à Kinshasa. Au cours de cette audience, les magistrats ont confronté les propos du colonel Daniel Mukalayi, principal accusé contre ceux du colonel Alain Ilunga, chef du protocole de l'inspecteur général John Numbi, que la partie civile pointe comme commanditaire du crime. Avec l'instruction que nous venons de mener aujourd'hui au degré d'appel, les contradictions ou les mensonges du colonel Allen n'ont pour objectif que d'épargner John Numbi de poursuite, alors que c'est lui le numéro 1 dans la conception de ces crimes que nous déplorons aujourd'hui. La présence ou non de l'ancien patron de la police nationale aux locaux de la police le jour de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, une question clé de cette enquête. Pour la partie civile, le général John Numbi était bel et bien là, tel que le prouvent les relevés téléphoniques. Des propos réfutés par la défense. Mais les gens oublient qu'un procès, c'est un puzzle. Le 10 avril 2011, le général Numbi était ici pendant 5h20 exactement. Il a été interrogé sur son emploi du temps. Et il a dit que de retour à Malou, il était allé à la base logistique et il a fait environ 20 à 30 minutes. 5 ans après l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, l'affaire captive encore l'attention des différentes associations de défense des droits de l'homme. 8 officiers de la police nationale congolaise sont poursuivis dans cette affaire. 2, dont le colonel Daniel Mukalayi et Michel Mouila, ont déjà été condamnés au premier degré. Une rencontre entre l'opposition guinéenne et le gouvernement a eu lieu ce vendredi au QG de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les deux parties ont discuté des préalables posés par l'opposition avant la tenue de tout dialogue. Le sujet de crispation restant le calendrier électoral. Ibrahim Ndiaye. C'était une rencontre très attendue en Guinée. Des émissaires du président Alpha Condé ont été reçus ce vendredi 5 juin dans les locaux de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Objectif, échanger avec les leaders de l'opposition pour l'organisation des élections. La CENI appelle de tous les vœux ce dialogue et est persuadée qu'on trouvera une solution heureuse pour que les Guinéens aillent aux urnes le 11 octobre. Voilà, la CENI encourage ce dialogue et vraiment tient à ce que ce calendrier électoral soit respecté pour éviter une crise institutionnelle. Nous sommes persuadés que les dirigeants politiques feront preuve de retenue, de sens de responsabilité, de courage intellectuel et moral pour permettre aux Guinéens de passer à autre chose et de se doter d'un président constitutionnellement bien élu. Cette rencontre cruciale a eu lieu à la suite de la médiation du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, activement engagé dans les négociations entre le pouvoir et l'opposition. Environ 5 mois nous séparent de l'expiration du mandat présidentiel en cours, d'où la nécessité d'organiser la présidentielle afin d'être conforme aux dispositions constitutionnelles. Le démarrage et la conclusion du dialogue sont donc devenus une urgence.
Rappelons que l'actuel calendrier électoral qui, jugé contraire aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014 par l'opposition, est le principal point d'achoppement entre les deux camps. Des divisions qui sont à l'origine des manifestations de l'opposition qui ont débuté le 13 avril 2015. Le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est achevé ce vendredi dans la cité côtière sud-africaine du Cap. Plus d'1 millier d'experts économiques et de dirigeants politiques ont fait le déplacement. Preuve de l'intérêt grandissant que suscite le continent avec sa croissance moyenne de 6%. Ibrahima Djoumaba. Le Forum économique mondial pour l'Afrique a pris fin vendredi à Cape Town en Afrique du Sud. Cette 25e édition a réuni plusieurs dirigeants du continent, dont des gouvernements et des acteurs de la société civile. La rencontre a eu lieu dans un contexte de ralentissement économique de l'Afrique du Sud, mais aussi des violences xénophobes. Les Sud-Africains ont tenu à rassurer les participants. Particulièrement, l'avenir de l'Afrique du Sud est inéluctablement lié à l'avenir du continent. Nous devons être un pays qui accueille et crée une dispense qui faciliterait la tâche à tous les Africains et aux gens du monde entier. Les plus grandes économies du monde ont réussi en créant un environnement de tolérance, mais également qui s'accommode aux réalités. En marge du forum, les questions de genre ont été évoquées. Le rôle et la place de la femme dans les affaires et dans la prise de décision a intéressé les participants. Sur les 28 pays du monde où la parité a atteint la barre des 30%, 8 se trouvent en Afrique. Le Rwanda, pour sa part, compte 51% de femmes parlementaires, soit la plus grande représentation de femmes au monde. De nombreuses femmes à travers le monde sont confrontées à de nombreux problèmes, à plusieurs défis et la plupart du temps, il n'y a pas assez de femmes pour parler en leur nom. C'est donc un double danger. Vous avez tous ces problèmes et vous n'avez personne pour être votre porte-parole. Celles qui ont le courage de se lever n'ont pas suffisamment d'influence pour parler au nom de toutes les femmes. La Banque africaine de développement a déclaré la semaine dernière que les économies africaines devraient croître de 4,5% cette année et de 5% en 2016 en raison de la demande croissante pour les exportations. Le Forum économique mondial pour l'Afrique promeut les idées des nouveaux projets et concepts pour le développement du continent. Les chefs d'État sierra-léonais, Ernest Bai Koroma et guinéen Alpha Condé se sont rencontrés ce vendredi à la frontière commune entre leurs pays à Pamalap. Les deux présidents ont échangé sur une stratégie commune pour lutter contre le virus Ebola. Il s'agit notamment d'harmoniser les interventions transfrontalières et de mutualiser les moyens. Et du sport à présent, le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire représentent l'Afrique à la 7e édition de la Coupe du monde féminine de football qui débute ce samedi au Canada. Pour la première fois, 24 équipes y participent. Les chances des sélections africaines avec Jean-César Ndiangue et Ibrahim Ndiaye. Elles veulent croire en leurs chances. Les Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique en titre, les Lions indomptables du Cameroun et les éléphantes de la Côte d'Ivoire représenteront le berceau de l'humanité à la 7e édition de la Coupe du monde féminine qui débute ce samedi au Canada. Mais les sélections africaines ont-elles les moyens de leur ambition? D'abord, pour cette édition de la Coupe du monde des dames, les chances africaines elles sont minimes parce que aujourd'hui on se rend compte que jusqu'à présent le football féminin africain n'est pas totalement professionnalisé. Donc ce qui fait que on est à l'échelle mondiale, on est face à des équipes qui sont carrément professionnelles telles que la Suède, les équipes comme le Japon, l'Allemagne, les États-Unis qui ont des grosses équipes d'ailleurs qui mettent beaucoup plus en avant leur football féminin que masculin. Donc ça leur donne beaucoup plus de chances. Positionnées dans les groupes très élevés, les sélections africaines n'auront pas le droit à l'erreur si elles veulent passer le cap du premier tour qui s'annonce difficile et se retrouver parmi les 2 premières équipes de chaque poule qualifiée pour les 8e de finale ou des 4 meilleurs 3e des 6 groupes. Les pays africains, parmi les 3 qui sont qualifiés, on a la Côte d'Ivoire qui a son premier mondial. Le Nigeria, certes, qui a plus de chances peut-être, mais est tombé dans une poule compliquée. Et aussi le Cameroun qui a le même sort que à peu près le
le Nigeria qui est la favorite africaine. Donc c'est difficile en toute sincérité pour nos pays africains parce qu'on n'est pas du tout tombé dans des poules faciles. Au-delà de ça aussi, les préparations n'ont pas été celles qui devaient être à la hauteur de ces pays-là pour une telle compétition. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun peuvent espérer un exploit, car en matière de sport et particulièrement au football, le véritable résultat s'obtient sur le terrain. La 7e édition de la Coupe du monde féminine, qui débute ce samedi, se jouera jusqu'au 5 juillet au Canada, entre 24 sélections. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.